justement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, la démarche d'intelligence économique en France et dans les pays anglo-saxons, qui sont les pays d'origine de l'intelligence économique, est différente justement parce que l'histoire est différente. Alors, tout Hmm. d'abord, en France, l'intelligence économique a véritablement commencé à être développée au niveau étatique, hein, par justement la publication du rapport Martre, du nom d'Henri Martre, polytechnicien qui était à la tête justement de l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, Oui. qui, bon, disons que ça s'est fait par le biais de l'État pour commencer, et ce rapport a créé en fait le premier organisme étatique qui était le Comité à la compétitivité et à la sécurité économique, qui a évolué, qui est devenu ce qui est actuellement le Commissariat à l'information stratégique et à la sécurité économique, qui est placé auprès de Bercy. Alors du coup, quel est le rôle de l'État vis-à-vis des sociétés? C'est pour chapeauter en fait les sociétés, c'est pour les éduquer. C'est véritablement pour les accompagner et principalement pour renforcer la sécurité au niveau des entreprises, au départ, les entreprises véritablement stratégiques. Ce qu'en Oui. France on appelle les opérateurs d'infrastructures vitaux, qui opèrent dans les secteurs que l'État estime être stratégiques, à savoir l'énergie, les transports, les télécommunications, les industries qui produisent pour la sécurité et la défense nationale, Ouais. ainsi que les transports, D'accord. Donc principalement. on aura ouais, facilement des noms en tête. On aura facilement des noms en tête. D'accord. L'État a développé un certain nombre de dispositifs sur lesquels je ne m'étendrai pas. D'accord. Et ça, ce sont des dispositifs, c'est quoi? Ce sont des process, du conseil. Est-ce que les sociétés doivent l'appliquer obligatoirement ou est-ce que c'est la réglementation, c'est du conseil? C'est au départ de la réglementation, D'accord. avec aussi des procédures de sécurité qui leur sont propres, véritablement, et qui touchent l'ensemble de la protection physique et la protection des employés. Ouais, donc du coup, voilà, il y a une réglementation de base et dessus, on y rajoute, l'entreprise va y rajouter, entre guillemets, sa note personnelle, c'est-à-dire ses besoins particuliers, ça. Tout à fait, D'accord. véritablement. En fait, c'est réglementé tout ça. C'est réglementé, encadré et inclus dans les dispositions du code de la défense nationale. Donc tout est véritablement normé au niveau D'accord, réglementation. d'accord. Et après, voilà, on a une base générale et si on veut aller plus loin encore, on peut mettre sa propre réglementation selon sa société, Tout à fait. selon ses besoins. Alors sur cet aspect-là, la réglementation a évolué depuis les années 90, notamment suite à l'affaire Karachi, où D'accord. justement une grande société de la construction navale française n'avait pas pris en compte la protection de ses salariés. Et disons que depuis, cette jurisprudence a inclus la notion de responsabilité sociale de Ouais, l'entreprise. donc on voit vraiment que c'est large en fait, hein. C'est extrêmement large. En fait c'est ouais, ça c'est une façon de penser et c'est une façon de prévoir Tout à fait. aussi qui est très large. Sur différents aspects. Sur l'aspect sécurité, sur l'aspect juridique et sur l'aspect comment on se positionne comment l'entreprise tient à se positionner sur un marché qu'elle vise, hein, véritablement. Ouais, donc en fait c'est vraiment une protection, c'est vraiment une bulle de protection qui est globale. Tout à fait. C'est tout ce qui pourrait venir contrecarrer le plan d'entreprise, mettre un grain de sable dans les rouages, qui pourrait faire une attaque quelconque. Par exemple, là, si tu me parlais de santé et de sécurité au travail, un employé Ça en qui se fait partie, blesse, tout à fait. un employé qui se blesse ou pire qui meurt en fait sur le lieu de travail, c'est pas un acte qui est volontaire. Par contre, c'est une attaque. Enfin, quelque part, c'est une atteinte, plus une atteinte qu'une attaque, une atteinte Tout à fait. à la société. Tout à fait. Et justement, c'est intéressant qu'on en parle parce que dans le cadre de la jurisprudence Karachi, justement, ce qui a posé les bases de la responsabilité sociale de l'entreprise Oui, ou de l'entrepreneur en fonction des textes, c'est que justement, de ce fait, hein, depuis cette affaire, l'employé, s'il considère qu'il y a eu un défaut de sécurité, peut attaquer au pénal l'entreprise. alors c'est tout, ouais, c'est un peu des problématiques qu'on a retrouvées récemment avec le coronavirus. Tout à fait. Est-ce que l'employeur met
peut garantir la sécurité de ses employés. Et je crois que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, l'employeur a un devoir non pas de moyens, mais réellement de résultats. Alors, il a un devoir, il a effectivement un devoir de moyens et un devoir justement d'avoir prévu le risque, bien en amont, Mais est-ce que de résultats également? de résultats également. C'est-à-dire qu'un employeur qui met des process en place, qui met du matériel d'équipement, de la prévention, etc., mais on a un blessé, on a quelque chose comme ça, le résultat n'est pas atteint, est-ce qu'il est attaquable? En soi, techniquement, si on suit la jurisprudence Karachi, il est potentiellement, mais disons que là pour le coup le texte est flou parce que il a quand même prévu, il a respecté l'obligation de moyens et l'obligation justement de protection qu'il a en tant qu'employeur. Donc la notion est floue, la notion est véritablement floue et est appréciée en fonction des situations. Donc oui, en fait lui il va essayer de prouver de son côté qu'il a fait tout pour, mais il va devoir, lui, son travail, entre guillemets, de protection de l'entreprise, va être de prouver qu'en fait, c'est en dépit de tout ce qu'il a fait, que le salarié a été à l'encontre d'une règle de sécurité, qu'il n'a pas porté un masque, qu'il n'a pas porté des lunettes, ou un objet de protection qui était obligatoire. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Après, justement, c'est toute la difficulté de l'intelligence économique sur cet aspect-là, c'est que en même temps, il y a cette obligation de protection que met en place cette jurisprudence issue de l'affaire Karachi, et en même temps, il y a la question de la simple efficacité économique et de la compétitivité de l'entreprise. Ce qui fait que justement actuellement en France, on a une situation véritablement complexe et fragmentée. Par exemple, dans le cas des opérateurs d'infrastructures vitaux, ce type d'entreprise vont être ceux qui actuellement sont le plus en accord avec une démarche d'intelligence économique intégrée, véritablement. C'est-à-dire et encore intégré, il y a énormément de progrès à faire sur la question de la veille juridique. Je pense notamment à l'affaire Alstom, où justement Alstom a perdu le contrôle de sa filiale énergie, et également on a perdu le brevet de la turbine Arabella, qui faisait partie véritablement de ce que cherchait General Electric dans le rachat de la filiale énergie d'Alstom. On a perdu cet aspect-là à cause non pas d'un défaut de sécurité physique, mais à cause justement de la partie juridique véritablement du contrat qui est... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en fait? C'est-à-dire que comme le contrat avait été pour le coup, la monnaie du contrat qui avait été qui avait été choisi entre les deux partenaires étant le dollar, pour le coup, c'est le droit américain qui a été appliqué sur la question. En cascade. En cascade, exactement. Puisque derrière, pour faire en sorte qu'Alstom puisse travailler avec General Electric, il a fallu appliquer les normes du FCPA, c'est-à-dire les dispositifs anticorruption. Il y en a deux au monde, le FCPA et le dispositif britannique, qui actuellement sont les deux seuls qui luttent contre la corruption. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'on peut effectivement avoir des attaques, on va dire, au sol, de drones, des attaques physiques, on peut avoir de l'insécurité sur de l'incendie, sur la santé des travailleurs, etc. Mais il y a aussi un aspect à contrôler qui serait de la malveillance juridique. Tout à fait. Qui viendrait en fait un truc du politique, du fait on est sur comment dire, vulgairement on est sur du Game of Thrones en fait, où on va essayer de placer stratégiquement des choses pour faire tomber l'autre en pensant à 3 coups d'avance. Et notamment je pense que s'ils l'ont fait dans l'histoire que tu viens de nous citer, de la somme, c'est que si jamais on met volontairement une monnaie d'échange qu'on place en tant que dollar US, parce qu'on sait justement qu'on va pouvoir appliquer du droit américain derrière, c'est volontairement une atteinte à la société. Donc en fait, cette intelligence économique, elle va venir chapeauter l'ensemble, et en fait, comme tu disais également,
les anglo-saxons ont un pôle, je comprends mieux pourquoi les anglo-saxons ont une seule direction avec un pôle intelligence économique, donc peut-être dans lequel on pourrait retrouver différents piliers. C'est exactement ça. Pour eux, c'est véritablement une démarche intégrée. Véritablement. Pour eux, la sécurité, la veille juridique et l'infomarché, ça sera traité par une seule et même direction intelligence économique. Et par rapport à ton approche devant la sécurité économique, est-ce que tu as le sentiment que les entreprises que tu as connues, que tu as fréquentées, notamment les françaises, ont vraiment pris conscience de l'importance de la sécurité, notamment de la sécurité de leur patrimoine industriel, de leur propriété intellectuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant rentré dans les mœurs, ou il y a encore des gros trous dans le filet? Il y a encore énormément de trous dans la raquette, véritablement. Ça va dépendre véritablement de la culture d'entreprise qu'elles ont en interne. Les cabinets, les deux cabinets d'intelligence économique dans lesquels j'ai fait ma petite expérience pour l'instant, eux l'ont véritablement compris. Notamment le dernier pour lequel j'ai travaillé, je veux dire, ils donnaient un certain type d'information en fonction de ce qu'on avait à faire. Mais l'information, pour le coup, était bien cloisonnée. D'autres entreprises, par exemple le premier cabinet que j'ai fait, qui a depuis a fermé, c'est-à-dire j'avais toute l'information disponible, l'information sur les clients, sur les retours de la clientèle, j'avais tout qui était à disposition, presque. Je suis assez d'accord. Il y a, je crois, dans l'expérience que j'en ai, des entreprises très pointues en technologie qui ont conscience de cela, mais ça commence. Mais dans la grande majorité, je crois qu'il y a encore effectivement pas mal de trous dans la raquette. Moi, je me rappelle, avant d'avoir travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans une entreprise d'armement. Clairement, on pouvait pratiquement partir tous les soirs avec les plans des missiles. Ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, c'est arrivé, un intérimaire venant des pays de l'Est est parti avec des plans de missiles. Et là, je crois qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses. J'ai d'autres expériences avec des clients qui ont été surpris de perdre des contrats, de perdre des diplômes, de perdre des choses extrêmement vitales pour elles, parce que on a surpris la femme de ménage avec un appareil photo. On a eu des cas avec des personnels extérieurs qui n'étaient pas vraiment le plombier, qui n'étaient pas vraiment l'électricien. On a eu des cas avec, là c'est bien plus dangereux, avec des stagiaires ou des intérimaires. Moi j'ai des cas de clients, l'intérimaire avait accès absolument à tout. Les comptes, les opérations de virement, la comptabilité, etc. Donc il y a un moment donné où il faut, vous avez, je crois tous les deux échangé tout à l'heure sur qu'une entreprise se dote d'un véritable directeur de la sécurité, qui sensibilise le personnel, qui fait des réunions, qui fait de la formation. C'est très important, et notamment vis-à-vis des personnels extérieurs, parce que j'ai connu encore une fois, plusieurs fois, des cas où des intérimaires, des stagiaires, des personnels extérieurs, voire même des femmes de ménage, ont fait de l'espionnage industriel. C'est assez clair. Ben, c'est justement tous ces cas justement militent pour justement la mise en place d'un niveau de sécurité pas vraiment nouveau, puisque je veux dire en matière d'intelligence économique ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, la question du confidentiel entreprise. Là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose à mettre en place et à penser, c'est-à-dire comment on cloisonne l'information et qui a accès, le besoin d'en connaître véritablement. C'est-à-dire, quasiment au jour le jour, quel employé a besoin de quelle information pour pouvoir faire correctement son travail. Alors il y a de plus en plus d'entreprises, notamment dans les grandes entreprises, qui ont commencé à classifier ce niveau de diffusion d'informations avec du C1, du C2, du C3. Tout à fait. Donc ça commence à effectivement être mis en place, mais c'est très loin d'être le cas dans les TPE, dans les petites entreprises. Un autre exemple que je peux citer qui est clair, il y a des chefs d'entreprise qui partent pour aller plus vite, par simplicité, quand ils ne sont pas là, parce qu'ils ont donné un pouvoir, etc. Ils créent des tampons signatures. Alors tout le monde connaît le tampon encreur dans l'entreprise. Il y a le tampon signature avec la signature du dirigeant. Si ça, c'est pas mis au coffre tous les soirs, ça aboutit à ce que moi j'ai connu, l'intérimaire qui part avec les feuilles en tête et le tampon signature, et dans les 48 heures, on a des ordres de virement qui arrivent à la banque.
Et là, c'est très difficile d'aller, si ce n'est de faire du contre-appel systématique auprès de la comptabilité pour s'assurer de la véracité de l'opération. Voilà, d'où des ralentissements au niveau des opérations de l'entreprise, Et une atteinte à la réputation aussi. tout à fait. Et puis des mises en responsabilité. Des mises en Aussi, responsabilité également. qui sont compliquées.